Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Mon nom est Dr Alain Poirier. Je suis directeur de la santé publique en Estrie. Je vais faire l'état de situation sur les aspects de santé publique et je suis accompagné du président directeur général du CIUS de l'Estrie-CHUS, Dr Stéphane Tremblay, qui va me succéder. Et on prendra les questions après en se remplaçant. Alors, pour la situation en Estrie, ce qu'on voulait vous dire, bien, vous avez entendu que nous avons 130 cas en Estrie. Les données sont une fois par jour, rendues publiques par le premier ministre lui-même. Ça se situe à l'intérieur des 1013 cas au Québec. Vous avez entendu aussi que la contamination communautaire est commencée. On avait déjà des cas qui reflétaient cette situation. Et parce qu'au début, ce sont été évidemment des cas qui sont... qui ont... donc, on avait surtout des contaminations de l'extérieur, mais maintenant, même si on peut parfois remonter à une histoire de voyage, pas mal de cas sont sur le plan communautaire. Je rappelle aussi que les informations qu'on rappelle, plusieurs d'entre elles, se retrouvent sur le site du gouvernement, québec.ca, coronavirus. Il y a toujours les mêmes numéros de téléphone, le 1-877-644-4545. Alors, évidemment, on a augmenté le nombre de cas en Estrie. Il y a plusieurs raisons pour ça, dans lesquelles on ne rentrera pas dans le détail tellement, mais notamment, on est en capacité de faire beaucoup plus de tests maintenant. On parle, je pense, aujourd'hui autour de 700 tests. Et bien sûr, il y a des infections maintenant dans la communauté. Je rappelle des éléments importants pour ceux qui... Je vous rappelle que les personnes qui sont infectées, aussitôt qu'on reçoit l'avis du laboratoire, nos enquêteurs qui sont ici là, dans l'édifice, médecins et infirmières, les joignent le plus rapidement possible. Quand il y en a une bonne quantité, on n'a pas toujours l'occasion au même moment de faire l'enquête détaillée. Des fois, c'est les gens eux-mêmes, mais on leur dit tout de suite de se mettre, bien sûr, en isolement. Et donc, lorsque l'enquête détaillée est faite, les contacts de différentes natures de ces gens-là sont bien sûr, après ça, rejoints par nos équipes qui sont ici aussi. On a une équipe de professionnels de la santé qui rejoignent tous les contacts pour leur donner les consignes. Le premier appel est habituellement assez long, mais après ça, en termes de suivi, ça va, pour leur dire, bien sûr, de rester en isolement et si jamais ils ont des symptômes, là, d'aller chercher un test de COVID. Et si ces personnes, les premières, là, celles qui sont des contacts, des cas confirmés, si elles ont fréquenté des lieux dans la communauté pendant qu'elles étaient symptomatiques, nous rejoignons aussi ces lieux, que ce soit une école, une épicerie ou autre, et donc on donne ces informations-là. Puis pour tous ceux qui n'ont pas été contactés directement, il y a des messages dans les établissements, il y a des lettres. Je signe par jour des dizaines et des dizaines et des dizaines de lettres pour informer les gens qui n'ont pas besoin d'avoir une discussion privilégiée parce qu'ils ne sont pas considérés comme des contacts étroits. Alors, c'est vraiment ce qu'on fait. En Estrie, tous les territoires, de façon un peu inégale, mais il y a des cas dans tous les territoires. Comme depuis le début, ce sont dans nos deux grands pôles urbains. On parle de Granby et Sherbrooke où il y a le plus de cas. On s'attendait à ça, on s'attendait à cette augmentation, cette arrivée. Vous avez compris que notre objectif, c'est que, oui, que cette augmentation-là arrive, mais que ça permette à tout notre système de soins de faire de la place. Dr Tremblay pourra sûrement vous en parler. Et bien sûr, d'avoir cette capacité de soigner, notamment les aînés qui ont plus de problèmes. Alors, vous savez qu'on a vécu une situation... Vous savez que nous avons vécu une situation ici, durant la fin de semaine, où plusieurs aînés d'une résidence ont été hospitalisés. Alors, je vais vous en donner un peu plus de détails dès maintenant. Alors, c'est arrivé dans la soirée du 21 mars, donc samedi soir. Cette personne-là avait déjà été hospitalisée le 20, donc le 21 au soir, on a eu la confirmation d'un test positif. Et on a tout de suite visité le centre samedi. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, on a reçu des appels de l'urgence de l'Hôtel-Dieu. Les urgentologues nous ont avisé qu'il y avait d'autres patients de ce manoir qui étaient hospitalisés pour des symptômes compatibles. Donc, tout de suite, nous sommes intervenus avec l'aide des policiers parce que c'était la nuit, puis il fallait avoir une collaboration de pas mal de monde pour confiner les résidents
dans leur chambre, pour pas qu'ils aillent déjeuner le matin à la cafétéria. Donc, c'est toujours le cas. Ils sont toujours dans cette situation-là. Mais on a eu une très bonne collaboration le lendemain de l'équipe, du personnel, collaboration du manoir. Donc, au total, une vingtaine de personnes ont été testées pour le COVID. Et de ceux-là, il ne faut pas que je me trompe dans les derniers chiffres, mais de ceux-là, il y en a 9 qui sont positifs. Et 6 résidents sont hospitalisés, dont un aux soins intensifs. Alors ça, c'est la situation avec les résidents. 5 employés de la résidence ont aussi été isolés à domicile et testés pour le virus parce qu'ils présentaient des symptômes compatibles avec le virus. Les mesures qu'on a introduites déjà au petit matin dimanche de confinement là, sont maintenues jusqu'à nouvel ordre et on suit ça de près. On a pas mal de gens qui interviennent, même notre équipe de santé au travail, notre équipe de soutien psychosocial, parce que, comme je l'ai mentionné hier, ce qu'on a entendu nous attriste un peu. Les employés qui ont fait un travail important et qui vont continuer de le faire, bien, dans certains cas, ont été... je dirais, rabroués par les voisins et les conjoints, etc. Donc, c'est vraiment pas le temps, que ce soit là ou ailleurs. Quand des gens ont une infection, ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin d'aide. Ils continuent de travailler dans ces lieux-là. Alors, c'est pas le temps de se préoccuper de ces gens-là comme s'ils étaient des personnes contaminées. C'est pas la bonne formule à prendre dans ce lieu ou dans d'autres. J'ai déjà évoqué la situation de Granby de Bromont, où il y a pas mal de cas maintenant dans la communauté. Alors, il y a des mesures particulières qui ont été prises aussi pour protéger nos professionnels de la santé et des services sociaux de ces deux parties du territoire, Granby et Bromont. Alors, tous les membres du personnel, incluant les médecins du réseau de la santé et des services sociaux des deux secteurs, là, le RLS, le réseau local de services de la Pommeraye et de la Haute-Yamaska, doivent de façon préventive aller se faire dépister au centre de test à côté de l'urgence de l'hôpital de Granby si ils ont l'un ou l'autre des symptômes qu'on connaît très bien maintenant. On parle de la fièvre, toux ou difficultés respiratoires. Et donc, peu importe dans leur cas qu'ils aient voyagé ou pas. Donc, compte tenu de l'histoire de l'hôpital de Granby, des cas qui ont été identifiés, c'est la consigne qui a été donnée à nos employés de ces établissements. Maintenant, si les gens n'ont pas de symptômes, on sait que le test qui recherche le virus dans la bouche, dans les orifices nasaux, n'est pas détecté, ou très, très, très rarement. Donc, d'avoir un test quand tu n'as pas de symptômes, ça serait qu'une fausse réassurance. Alors, le test ne sera pas offert aux gens, aux intervenants, aux acteurs professionnels de la santé s'ils n'ont pas des symptômes. Pour ceux qui vivent ça plus difficilement, je pense que notre premier ministre en parle régulièrement. On demande beaucoup au réseau de la santé, mais on en demande, je dirais, encore plus, parce que nous, on est tellement actifs qu'on finit par oublier la détresse que des gens en solitude, des gens vulnérables, des gens qui ont besoin d'aide, des gens qui ont leur réseau social habituellement intact. Tout ça est bouleversé pour tout le monde, les emplois, etc. Bien, tous ceux qui auraient besoin de problèmes de consultation téléphonique sur le plan psychosocial. Il y a au Québec une ligne 811, mais il y a l'info sociale 811 qui est disponible tout le temps. Il y a d'autres lignes téléphoniques où les gens, parce qu'ils sont à distance, peuvent continuer d'aider, mais ça, c'en est un où les gens vivent des difficultés. Puis au-delà des lignes téléphoniques qu'on peut offrir, nous, le réseau de la santé, bien, il y a évidemment ce que vous pouvez faire vous-même, toute la population, auprès des personnes que vous connaissez, plus vulnérables, plus seules, âgées, etc. Et puis, dans certains cas, même s'ils ne sont pas seuls et vulnérables, la détresse peut aussi se manifester. Bon après-midi à tous. Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUS de l'Estréchus. Je ne reprendrai pas le bilan qu'a fait mon collègue Dr Poirier en lien avec la situation qui touche la population de l'Estrie. Mais vous comprenez que la situation qui est la nôtre amène l'établissement à adapter l'offre de services pour répondre aux besoins de ceux qui présentent des problématiques un peu plus importantes. Donc, l'établissement, comme tous ceux du Québec, là, on n'est pas nécessairement différent des autres. Depuis les dernières semaines, on s'active à préparer l'établissement à accueillir de la clientèle qui va être infectée par la COVID-19 afin de s'assurer qu'on les accueille de façon adéquate dans des lieux sécuritaires et surtout aussi que notre personnel et nos médecins puissent œuvrer dans des environnements sécuritaires et puissent offrir des soins de qualité.
Donc, c'est un travail quand même qui est colossal. Il y a toute une équipe là, qui œuvre 7 jours sur 7 à mettre en place les différents éléments qu'on doit réaliser au fil du temps pour répondre aux besoins de la population. Et je vais passer à travers quelques éléments et je vais terminer mon propos aujourd'hui sur une clientèle vulnérable qu'on ne doit pas oublier. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on veut accueillir plus de monde, principalement dans nos hôpitaux, on doit créer de la capacité. Ça veut dire faire de la place. Et certainement qu'on a dû arrêter, ralentir certains services qui ont été convenus avec nos collègues, nos partenaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais qui parfois pourraient inquiéter la population là, qui avait besoin d'un rendez-vous en médecine spécialisée, d'une chirurgie, ou même parfois de soutien de services en médecine de jour comme tel. Il faut comprendre que les services qui ont été ralentis sont jugés non urgents. Et on invite quand même la population, si elle le juge, que sa situation se détériore, si elle est très inquiète pour sa santé, de nous le faire part et de consulter. Et vraiment, c'est pas parce que la COVID-19 apparaît au Québec qu'on ne peut pas avoir d'autres problématiques de santé. Tous les autres problèmes, malheureusement, sont toujours présents au Québec. Donc, ce délestage d'activité a été actualisé au cours de la dernière semaine et se poursuivra au cours de cette semaine également, ce qui nous permet deux choses, créer de l'espace physique et aussi libérer des ressources pour rediriger les ressources vers des besoins qui sont plus importants. Le besoin le plus important pour nous actuellement, c'est vraiment d'accueillir la clientèle qui a besoin d'être hospitalisée avec l'infection de la COVID-19 et surtout celle qui a besoin de soins intensifs. Le CIUS de l'Estrichus a été désigné, centre désigné niveau 1, donc on doit dès le départ, nous, doubler notre capacité de soins intensifs, principalement pour les 2 installations du CHUS. Nous sommes déjà en augmentation de capacité. Actuellement, nous sommes capables de façon très adéquate d'accueillir la clientèle qui en a besoin, mais on doit, au cours des prochains jours, en lien avec ce que mon collègue Dr Poirier a dit tout à l'heure, poursuivre nos efforts pour vraiment réaliser l'augmentation ou doubler notre capacité de soins intensifs. Ça veut dire de l'espace physique, ça veut dire des chambres aussi qui ont une ventilation adéquate, ça veut dire des équipements, des respirateurs ou d'autres types d'équipements qui nous aident à bien soutenir la clientèle. Et ça nous amène au deuxième sujet, aussi d'avoir la protection pour nos employés ou nos médecins, qu'on appelle, nous, les équipements de protection individuelle. Actuellement, les équipements de protection individuelle sont gérés de façon, je dirais, responsable au sein de l'établissement. On demande à tous ceux qui les utilisent de les utiliser de façon adéquate. On a des normes, on a des balises qui sont soutenues par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et bien sûr, on doit s'assurer que le bon équipement est pour la bonne personne et aussi pour le bon patient lorsque nécessaire. Le CIUS de l'Estrichus, on travaille très fort à s'assurer que cet équipement-là est en place pour l'établissement et aussi pour les partenaires. Parce que, comme vous le savez, on en fournit également des partenaires, dont des résidences pour personnes âgées ou autres. C'est un enjeu qui est important parce que c'est un enjeu qui amène la sécurité dans l'action pour nos cliniciens et nos médecins, mais c'est aussi un enjeu qui est important parce que quand on retourne à la maison avec notre famille, avec nos conjointes, nos enfants, bien, on veut être sûr qu'on était protégé au travail, puis on veut aussi s'assurer qu'on protège notre famille lorsqu'on revient à la maison. Je peux vous assurer que nos collègues du ministère travaillent très, très fort pour s'assurer que ce matériel-là soit disponible. Entre établissements également, les gens s'entraident. Et bien sûr, à l'interne de l'établissement, nous, on doit mettre en place une gestion d'inventaire un peu plus serrée, de façon plus rigoureuse. On doit aussi s'assurer que, malheureusement, le matériel doit être souplé parce que parfois, du matériel disparaît. Et s'assurer également que lorsque nos médecins, nos cliniciens, nos professionnels en ont besoin, que le matériel soit vraiment présent. Donc, ça, c'est un autre élément qui est fort important dans le contexte d'aujourd'hui, parce que lorsqu'on voit les cas augmenter, bien, nos employés, nos médecins ne sont pas différents du reste de la population. Ils peuvent avoir des préoccupations, certaines inquiétudes, et on doit soutenir ce volet-là pour l'ensemble des gens qui travaillent autour de nous. Donc, on s'assure également que tout le volet, je vous dirais, de l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à être infecté par la COVID-19, qui est quand même un virus qu'on connaît peu au Québec, on le soutient avec l'ensemble de nos gestionnaires, avec l'ensemble des ressources professionnelles. On trouve les moyens de tenter d'amener l'information à l'ensemble des acteurs de notre établissement, que ce soit en jeunesse, que ce soit pour les personnes âgées ou que ce soit essentiellement pour les gens qui ont besoin, qui œuvrent dans nos hôpitaux. Mais également, on s'assure que l'information soit juste et qu'on puisse les soutenir avec l'ensemble des gens des ressources humaines.
Ça ne disparaîtra pas de demain, cette inquiétude-là, cette préoccupation-là. Ça va rester présent. On devra s'adapter à la réalité à laquelle on fait face. Mais je veux quand même que la population comprenne bien qu'on est conscient que ça existe. Si la population a certaines préoccupations, nos employés, nos médecins font partie de la population, elles ont les mêmes préoccupations. Donc, on va les soutenir en ce sens. Au final, il faut comprendre que l'établissement doit s'adapter au jour le jour en lien avec la situation de la santé publique. C'est un élément qui est important. Et pour s'adapter, ça veut dire qu'on demande beaucoup à nos équipes. On demande beaucoup à nos équipes de professionnels, à nos médecins, parce que parfois les directives peuvent changer assez rapidement en 24 heures. Des fois, il y a quelque chose qui se modifie. Et je souhaiterais que la population réalise puis soutiennent positivement l'ensemble des employés du réseau et surtout des médecins, parce que la réalité à laquelle on fait face, il y a un inconnu. Et cette réalité-là, on apprend à la connaître au fil du jour et des jours. Et je peux vous dire que pour l'instant, tout le monde rentre au travail, tout le monde est très présent, tout le monde est très actif. Puis je dois saluer le courage de l'ensemble des employés du réseau et des médecins. Même si la COVID-19 est présente, ça sera mon dernier propos aujourd'hui avant de répondre aux questions, même si la COVID-19 est présente dans notre réalité estrienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres réalités qui sont encore très présentes. On a des populations vulnérables auxquelles on doit prendre soin pour eux. La jeunesse, la clientèle aussi qui a une problématique de santé mentale. Et il est clair pour la direction de l'établissement qu'on ne ralentira pas nos plans d'action, principalement pour la jeunesse. Vous connaissez la situation de l'Estrie. Et il est clair aussi que le fait des mesures sociales actuelles, on doit s'assurer que les gens, lorsqu'ils sont chez eux, en confinement volontaire, suite aux orientations du premier ministre, on soit capable de les soutenir correctement avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, on ne les oublie pas. Et je pense que c'est un message qui est également important. Donc, je remercie encore, la population de souscrire aux mesures que le premier ministre met en place et de les mettre en place pour eux, pour leur réalité, pour leur famille. Mais aussi, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui sont autour de moi. Il y en a qui sont très près de moi, qui travaillent très fort, je le constate à chaque jour. Il y en a que je ne vois pas, mais je sais qu'ils sont au rendez-vous. Donc, merci à tous.